Ne viens pas au mariage, m'a envoyé ma mère par texto. Toi et tes enfants, vous ne faites que rendre les choses gênantes. Mon frère a réagi avec un emoji qui rit. J'ai répondu, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. La discussion de groupe n'arrêtait pas de vibrer de rire, complètement inconscient de ce qui allait se passer ensuite. Je ne me souviens pas exactement quand ma mère a cessé de me traiter comme sa fille pour me voir davantage comme son compte en banque personnel. Mais je peux vous dire le moment exact où j'ai réalisé que ça ne changerait jamais. C'était un mardi ordinaire. J'étais dans la file d'attente à la pharmacie avec mon plus jeune enfant malade à la maison, un antibiotique à 125 € dans la main, et mon téléphone a vibré avec une notification de la discussion de groupe familial. Je l'ai ouverte, m'attendant à des nouvelles du mariage, le mariage de Sophie que j'aidais à organiser, à financer et à soutenir émotionnellement depuis 6 mois. Mais non, il n'y avait ni salutation, ni explication, ni avertissement. Ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous ne faites que rendre les choses gênantes. Mon pouce s'est figé en plein défilement. Puis Sophie a réagi avec un emoji qui rit, puis un autre. Clara a enchaîné avec « mort de rire, calme-toi maman », comme s'ils étaient tous dans la confidence d'une blague. Un mème est apparu, une fille se faisant expulser d'une fête. Ce n'était pas seulement blessant, c'était chirurgical, délibéré, comme s'il l'avait planifié. Je suis resté là, dans la pharmacie, tenant des médicaments que mon assurance ne couvrait pas entièrement, réalisant que je venais de dépenser plus de 3600 € ces derniers mois pour aider Sophie avec les acomptes, les essayages, les voitures de location, et même les fichus arrangements floraux. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que je voulais être incluse. Parce que je pensais que peut-être, cette fois, les choses seraient différentes. J'ai répondu une seule fois, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. Personne ne l'a pris au sérieux. Clara a envoyé un GIF qui pleure de rire. Sophie a posté une photo de ses chaussures de mariage. Ma mère a dit, on trouvera une solution. Ne fais pas de drame. J'ai mis la discussion en sourdine. Ce qu'il ne savait pas, ce à quoi il n'avait jamais pris la peine de prêter attention, c'est que le contrat de la salle était à mon nom. C'est ma carte de crédit qu'ils ont utilisée pour la compte initiale de 2700 €. Ils ne se sont même pas présentés à la première réunion. Moi, si. J'ai pris un jour de congé pour m'asseoir avec la coordinatrice et passer en revue les options de traiteur et le planning parce que Sophie était trop stressée et que ma mère ne voulait pas traverser la ville en voiture. Le lendemain matin, la coordinatrice de la salle m'a appelé. J'ai reconnu sa voix avant même qu'elle ne dise son nom. Bonjour, Alice. Je voulais juste prendre des nouvelles. Quelqu'un de votre groupe a essayé d'effectuer le paiement final, mais il n'est pas passé. Et comme vous êtes la titulaire principale du contrat, j'ai posé une question simple. Si je voulais annuler l'événement, le pourrais-je? Il y a eu une pause. Puis elle a dit, oui. Elle avait même l'air de comprendre. Je l'ai annulé sur le champ. Et puis j'ai fait une nouvelle réservation, même date, même créneau horaire, événement différent. Un renouvellement de vœux discret pour mes amis Léa et Manon, 2 femmes que je connais depuis l'université qui s'étaient mariées en secret pendant la Covid et n'avaient jamais eu la célébration qu'elles méritaient. Elles ne m'ont pas cru au début quand j'ai proposé de tout financer. Je leur ai dit que j'avais besoin d'une raison de me sentir bien à nouveau. Elles ont pleuré. Le lendemain à midi, Clara a envoyé un message dans la discussion de groupe. Pourquoi la salle a dit que la réservation était annulée? Puis Sophie a enchaîné. Qu'est-ce qui se passe? Elles ne m'ont toujours pas contacté directement. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de mon beau-père, Marc. Ta mère est en panique totale. Je lui avais dit que ça allait arriver. Tu en as trop fait pour eux pour être traité comme ça. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Je suis de ton côté. Marc avait toujours été silencieux, mais il voyait tout. Je l'ai surpris plus d'une fois à glisser de l'argent pour l'essence à Clara ou à murmurer à ma mère que je ne devrais peut-être pas être la seule à payer pour les choses. Il n'est pas mon père biologique, mais c'est la seule figure paternelle que j'ai jamais eue. Le seul qui m'ait aidé à déménager quand j'ai divorcé. Le seul qui soit venu au match de football de mon fils. Le seul qui ait réellement remarqué quand j'ai perdu 9 kilos à cause du stress l'année dernière. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'en mêler. Il a répondu quelque chose qui m'a secoué. Si elle ne commence pas à mieux te traiter, je ne sais pas si je peux rester dans ce mariage. J'en ai assez.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement mon combat. Il pensait que je jouerais le paillasson comme toujours. Sourire, encaisser, et faire un autre chèque. Mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Il pensait que je ne ferais rien. Il ne savait pas que je l'avais déjà fait. Le jeudi matin, la discussion de groupe était devenue silencieuse. C'était presque drôle. 2 jours plus tôt, ils s'étouffaient pratiquement de leur propre rire, envoyant des GIFs et des blagues privées et parlant de moi comme si je n'étais pas dans la discussion. Mais maintenant, le silence. Pas un seul message demandant ce qui s'était passé. Personne n'admettant qu'ils avaient fait une erreur. Pas même Sophie, qui avait le plus à perdre. J'ai attendu. Pas par vengeance, du moins pas au début. J'étais curieuse. Je voulais voir combien de temps il prétendrait que tout allait bien. Il savait que le mariage était annulé. C'était obligé. Sophie vérifiait obsessionnellement l'Instagram de cette salle depuis des semaines. Sa styliste les suivait. Son fleuriste les a identifiés dans une story. Il était impossible qu'elle ait manqué l'annonce lorsque la salle a publié publiquement qu'un nouvel événement privé avait été ajouté pour le 19 octobre et que ce n'était plus son mariage. Donc, ils n'ont rien dit. Le vendredi est passé. Rien. Puis le samedi matin, j'ai vu la première vraie fissure dans leur petite comédie. Clara m'a contacté directement. Salut, question bizarre. Sais-tu pourquoi la salle a dit que notre événement n'est plus sur le calendrier? Sophie panique un peu. Un peu. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était le fleuriste que Sophie avait engagé. Il avait l'air confus. Il a dit que quelqu'un du nom de Martine, ma mère, avait essayé de payer la facture finale, mais que la compte n'était pas passée. Il m'a demandé si j'étais toujours le contact principal. Je lui ai dit que non, que je n'étais plus impliqué. Puis j'ai bloqué son numéro. Le samedi soir, Sophie a craqué. Elle nous a envoyé un texto, à moi, Clara et ma mère, dans une nouvelle discussion de groupe intitulée « Reconstruire le plan ». Comme si nous lancions une opération militaire. Son premier message, j'ai fini de jouer. Quelqu'un a intérêt à me dire ce qui se passe avec mon mariage. Puis les appels ont commencé. Je les ai ignorés. J'ai finalement décroché quand ma mère a appelé sur le téléphone fixe de la maison, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. J'ai supposé que ça devait être grave. Elle n'a même pas essayé d'y aller doucement. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elle avait dit. Juste des accusations. Tu as saboté le mariage de ta sœur. Comment peux-tu être si mesquine? Je n'ai pas répondu comme elle s'y attendait. Je lui ai juste posé une question. Étais-je encore invité? Elle a essayé de noyer le poisson. A dit que c'était un malentendu. A dit que j'avais pris son message trop au pied de la lettre. Qu'elle était stressée. Qu'elle voulait dire que je devrais venir plus tard, pas manquer le mariage entièrement. Elle a blâmé Sophie, a dit qu'elle était hormonale. Puis elle m'a blâmé moi, a dit que je faisais du drame. J'ai raccroché. Ce soir-là, Marc a texté, ça va? Je prends juste des nouvelles. Je lui ai dit la vérité, que je n'étais pas triste. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais juste à bout, comme si quelque chose en moi s'était finalement éteint et que je ne voulais pas le rallumer. Il a demandé si j'avais le temps pour un café le lendemain matin. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit calme en centre-ville de Lyon. Il avait l'air épuisé. Il a dit qu'il dormait dans la chambre d'amis, que la maison s'était transformée en cirque. Ma mère était furieuse, Sophie était hystérique, et Clara essayait de jouer les pacificatrices tout en me blâmant secrètement. Puis il s'est penché et a dit quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Si ta mère ne change pas, je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer comme ça. Je ne l'ai pas épousée pour la regarder détruire sa propre fille. Je ne savais pas quoi dire. Marc n'avait jamais parlé comme ça avant. Il avait toujours été le pacificateur, le type en retrait, mais maintenant il était furieux. Il m'a dit que Sophie avait passé les 2 derniers jours à appeler toutes les salles dans un rayon de 100 km. Tout était réservé. Elle a finalement trouvé un endroit, une salle des fêtes bas de gamme en périphérie. Le genre d'endroit qui sentait la lasagne surgelée et avait des chaises en plastique qui grinçaient quand on s'asseyait. Elle n'a pas eu d'autre choix que de la prendre. Et la seule date disponible, un mercredi, 2 semaines plus tard. J'ai ri.
Je n'ai pas pu m'en empêcher. Marc a souri un peu. Puis il a dit, je lui ai dit de ne pas s'attendre à ce que je paie un centime à moins qu'elle ne s'excuse. Elle a dit que j'étais manipulé par toi. Je lui ai demandé ce qu'il avait répondu. Il a haussé les épaules. J'ai dit, non, je commence enfin à faire attention. Le dimanche soir, Sophie avait changé sa biographie sur Instagram. Il n'était plus écrit « marié du 19 octobre ». Maintenant, il y avait « presque madame » suivi d'un emoji cœur. J'ai parcouru son fil d'actualité. La moitié des prestataires avaient disparu. La maquilleuse a annulé. Le photographe était déjà pris à la nouvelle date. Il prétendait que tout allait bien. J'aurais pu leur dire la vérité, que ça n'irait jamais bien. Qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas défranchir. Mais je n'ai rien dit. Ils pensaient toujours que j'étais juste blessé. Ils ne savaient pas que j'en avais fini. La nouvelle salle ressemblait à quelque chose sorti d'un dépliant de soirée bingo. Sophie n'a pas posté de photos, mais je l'ai vue. Clara a identifié le mauvais compte en téléchargeant une photo floue de l'entrée. Mur beige, chaise pliante, ces tables rondes qui tanguent si on s'appuie trop fort avec les coudes. Le plafond était tapissé de dalles jaunâtres, et la scène avait une fausse arche florale qui n'avait pas été dépoussiérée depuis 2014. Leur nouveau « mariage de rêve » était prévu pour un mercredi à 18h avec un créneau strict de 3 heures, et maintenant ils essayaient de faire comme si tout cela faisait partie du plan. Marc m'a appelé la veille de leur dernière visite. Il avait l'air fatigué. Ta mère prétend toujours qu'elle n'est pas en faute. Mais je lui ai dit que je pensais ce que j'avais dit. Si ça ne change pas, si elle ne peut pas prendre ses responsabilités, je pars. Je lui ai demandé s'il parlait de partir du mariage. Il a dit, non, du mariage. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste écouté pendant qu'il expliquait depuis combien de temps il voyait cela se dérouler. Il a dit qu'il pensait autrefois que c'était juste de vieilles blessures entre moi et ma mère, que j'exagérais peut-être, mais après la façon dont ils avaient géré la débâcle de la salle, il voyait les choses différemment. Il a vu à quelle vitesse ils m'ont exclu quand je n'étais plus utile. Il a dit qu'il avait aussi essayé de parler directement à Sophie. Cette conversation ne s'est pas bien passée. Elle lui a dit que j'étais émotionnellement instable, que je dépassais toujours les bornes, que j'essayais de faire de son mariage un événement centré sur moi depuis le premier jour. Il lui a dit qu'elle était gâtée. Sophie lui a crié dessus, l'a traité de traître. À la fin de l'appel, Marc a dit qu'il avait l'impression de vivre avec des étrangers. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre texto de ma mère. Celui-ci était plus long, une tentative, je suppose, d'une sorte de réconciliation. Elle disait que les choses avaient dérapé, que les familles se disputent, que je devrais venir au nouveau mariage et que nous devrions simplement aller de l'avant. Elle a même dit qu'il comprendrait si je ne voulais plus contribuer financièrement. Je n'ai pas répondu. À midi, Clara m'a envoyé un message en privé. Ils veulent vraiment que tu viennes. On essaie d'éviter que tout s'écroule. C'est là que j'ai compris de quoi il s'agissait vraiment. Il ne s'agissait pas de moi. Pas vraiment. Il s'agissait de contrôle. Il ne m'invitait pas par culpabilité. Il paniquait. Il commençait à voir à quel point tout leur montage était fragile quand je n'en portais plus le poids. J'ai répondu à Clara. Dis à Sophie qu'elle s'en sortira. Elle doit juste se débrouiller comme j'ai toujours dû le faire. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner tous les paiements automatiques. La location de la robe de mariée que j'avais avancée pour Clara. La voiture de location que Sophie utilisait pour transporter les décorations, et également à mon nom j'ai programmé son retour pour le lendemain matin. Le forfait téléphonique familial partagé j'ai retiré ma carte et programmé la résiliation du service pour la fin de la semaine. Ils voulaient leur indépendance. Ils allaient l'obtenir. 1 heure plus tard, Clara a appelé en pleurant. Elle a dit que la société de location de voitures l'avait appelée, qu'il menaçait de la remorquer si elle ne la rendait pas ou ne payait pas le solde. Je lui ai dit que ce n'était plus mon problème. Elle m'a demandé comment je pouvais faire ça. Je lui ai posé la même question. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, Marc est passé à l'improviste. Il a apporté une petite boîte avec des choses que j'avais laissées chez eux, de vieilles photos, quelques livres, un pull que j'avais oublié. Il a dit qu'il voulait les rendre avant que les choses ne s'enveniment davantage. Puis il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas, j'ai contracté un prêt.
13 500 €, juste assez pour qu'elle tienne jusqu'au mariage. Il l'a dit comme si ça lui faisait mal, parce que c'était le cas. Je ne lui ai pas dit qu'il faisait une erreur. Je savais pourquoi il le faisait. Il espérait encore pouvoir maintenir la famille unie même si elle se fissurait entre ses mains. Avant de partir, je lui ai tendu une enveloppe avec 1800 €. Il a cligné des yeux comme s'il pensait que je plaisantais. Je lui ai dit que c'était pour lui, pour aider à alléger le prêt. Je ne voulais pas que ça aille à Sophie ou Clara. Je ne voulais juste pas qu'ils souffrent à cause de leur gâchis. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste hoché la tête, a tenu l'enveloppe, et avait l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. Et puis il a dit une dernière chose avant de monter dans sa voiture. Je te considère toujours comme ma fille. Juste pour que tu saches. Alors qu'il sortait de l'allée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Pas de la tristesse, pas de la culpabilité. Juste la paix. Le mariage a eu lieu le mercredi soir, un jour sombre et couvert. Il a plu vers 16 heures, puis s'est arrêté juste assez longtemps pour que tout le monde soit mouillé et agacé avant que le ciel ne reste gris et lourd. Je n'étais pas là, mais j'ai tout vu. Non pas parce que je le voulais, mais parce que des gens m'ont envoyé des choses. Des amis, des cousins éloignés, même l'un des prestataires qui me suivait depuis le début de la planification. Ils étaient tous tranquillement perplexes, se demandant pourquoi je n'étais pas là. Certains pensaient que j'étais malade. D'autres supposaient que je devais être en voyage. Mais je savais ce qu'ils demandaient vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les photos et les stories arriver comme une fuite lente. La salle était pire que prévu. Une longue pièce avec un sol carrelé, du genre qu'on lave avec un balai-brosse. La moitié des invités sont arrivés en retard à cause de l'horaire. Un tiers n'est pas venu du tout. L'éclairage était fluorescent. Le gâteau a fondu. Personne n'avait apporté d'enceinte de secours, donc la musique n'arrêtait pas de couper. Il n'y avait pas de maître de cérémonie, juste Clara qui essayait de crier par-dessus le bruit et d'applaudir pour lancer les danses. Mais le meilleur? Le lancer du bouquet a été écourté lorsqu'une des ex-amies de Sophie, quelqu'un qu'elle n'avait pas invité mais qui est venu quand même avec un autre invité, a attrapé le bouquet et a crié « Dommage que le marié m'envoie encore des textos ». Oui, c'est vraiment arrivé. Apparemment, ça a provoqué une scène. Sophie s'est enfuie aux toilettes. La musique s'est arrêtée. Certaines personnes ont ri. D'autres ont essayé de noyer le poisson, mais le mal était fait. Marc m'a texté plus tard dans la nuit. C'était un désastre. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai même pas répondu tout de suite. J'ai attendu le lendemain matin. Puis j'ai simplement envoyé, elle a essayé. C'est plus qu'il ne méritait. Il a appelé. Il a dit que Sophie était dans le déni. Ma mère n'arrêtait pas de dire que c'était juste de la malchance, que la pluie avait gâché l'ambiance, que les gens étaient jaloux de l'assurance de Sophie. Il avait de nouveau l'air fatigué, mais quelque chose avait changé dans sa voix. Puis il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu. Après l'incident avec l'ex-amie, Sophie et ma mère l'ont entraîné dans la cuisine de la salle et l'ont blâmé. Elles ont dit qu'il avait invité les mauvaises personnes, que c'était sa faute de ne pas avoir contrôlé la liste des invités, de ne pas avoir payé plus, de ne pas s'être montré à la hauteur. C'est là qu'il a craqué. Vous n'avez pas le droit de me blâmer pour ce mariage. Vous l'avez détruit vous-même, leur a-t-il dit. Vous avez repoussé la seule personne qui maintenait tout ensemble. Alice en a fait plus que n'importe lequel d'entre vous, et vous avez brûlé ce pont pour rien. Il a dit que le visage de Sophie était vide, comme si elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Comme si elle ne pouvait pas assimiler le fait que j'étais parti et que tout s'était quand même effondré. Mais ma mère, elle, est restée silencieuse. N'a rien dit. C'est juste éloigné. Marc est parti ce soir-là avant le nettoyage. Il a dit qu'il n'allait pas frotter les sols pour un mariage qu'il avait rejeté. Puis est arrivée la chose la plus inattendue. Le lendemain après-midi, un message de Sophie, la première fois qu'elle me contactait directement depuis la rupture. Tu dois te sentir si fier de toi. Tout le monde parle de ton absence, de ta froideur. J'imagine que tu as enfin eu l'attention que tu voulais. C'est là que j'ai su. Elle n'avait toujours pas compris. Elle pensait toujours que c'était une question d'amertume, de mesquinerie ou de jalousie de ma part. Elle ne pouvait pas voir que ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Je ne lui ai pas répondu.
Mais 2 jours plus tard, Marc m'a envoyé un autre message. Juste 2 mots. Je pars. Je l'ai appelé, incertaine d'avoir bien lu. Il m'a dit qu'il en avait fini. Il avait fait une valise et logeait chez un ami pour le moment. Il a dit que le prêt était sa responsabilité et qu'il s'en occuperait, mais qu'il n'allait pas vivre dans une maison où il était traité comme un méchant pour avoir essayé d'être décent. Il m'a aussi dit autre chose. Il a ajouté mon nom comme bénéficiaire secondaire sur sa police d'assurance. Tu es la seule qui m'ait jamais traité comme un membre de la famille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti grand-chose à ce moment-là. Juste une sorte de tristesse silencieuse et lourde. Pas à cause du mariage, ni même à cause des années perdues, mais parce que même après tout, le seul homme décent dans cette maison était celui qui ne leur avait jamais vraiment appartenu. Je pensais qu'elle tiendrait au moins quelques mois avant de me recontacter, mais il a fallu moins de 3 semaines. Le premier message est venu de Clara. Salut, désolé de te déranger, mais ma carte n'est pas passée pour la location de voiture. Ils ont dit que je dois encore un solde avant. Peux-tu m'aider juste cette fois-ci? Juste cette fois-ci. La phrase qu'elles utilisaient toujours, comme si les 50 dernières fois ne comptaient pas. J'ai laissé le message en « lu ». Le lendemain, Sophie m'a envoyé un courriel. Un courriel, comme si c'était une demande professionnelle. Objet, aide. Salut, Alice. Je sais que nous n'avons pas été en contact, et je n'attends rien, mais nous sommes un peu dans le pétrin. Les cartes de crédit sont au maximum à cause du mariage, et certaines factures sont dues plus tôt que prévu. Je ne demanderai pas, mais nous sommes vraiment à court d'argent. Je sais que tu as dit que tu ne voulais plus être impliqué, et je respecte ça. Mais s'il y avait un moyen pour que tu puisses juste nous aider ce mois-ci, je te serais éternellement reconnaissante. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance de ce qu'elles avaient fait. Juste la formulation douce et stratégique de quelqu'un qui pensait encore que je pourrais mordre si elle semblait assez désespérée. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la nuit, Marc m'a rappelé. Elles sont en train de s'effondrer, a-t-il dit. Clara essaie de retourner sa robe de demoiselle d'honneur contre de l'argent. Sophie appelle le DJ pour demander un remboursement partiel parce que l'énergie n'était pas bonne. Ta mère prétend que rien de tout cela n'arrive. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Ta mère m'a demandé si je pense que tu leur pardonneras un jour. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit. Il a soupiré. J'ai dit, je ne pense pas que le pardon soit le problème. Je pense que c'est la confiance. Et elles l'ont brisé. Quelques jours plus tard, ma mère a texté, pour la première fois depuis le mariage. Elle ne l'a pas mentionné. N'a pas posé de questions sur mes enfants. A juste dit, tu as fait valoir ton point de vue, mais c'est toujours ta famille. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec tout le monde. J'ai fixé le message pendant un moment, puis j'ai répondu, c'est ça le truc. Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai simplement arrêté de financer ma propre maltraitance. Elle n'a pas répondu après ça. Les appels ont commencé à être plus fréquents. Clara demandant de l'argent pour réparer sa voiture. Sophie essayant d'obtenir de l'aide pour payer son loyer. Ma mère prétendant qu'elle avait besoin d'un petit prêt pour couvrir quelque chose pour la maison, bien que j'ai découvert plus tard qu'elle voulait juste se faire coiffer avant un gala communautaire. J'ai dit non à chaque fois. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Elles ont commencé à pleurer. Je ne veux pas dire littéralement nous n'étions pas face à face mais le ton de leur message a changé. Le sarcasme a disparu. Les émojis se sont volatilisés. Ce n'était plus seulement de la nécessité, maintenant, c'était de la panique. Marc m'a dit la vérité. Le prêt n'était pas suffisant. Sophie l'a dilapidé en quelques semaines. Elles avaient surréservé des prestataires, emprunté de l'argent à d'autres parents, et maintenant elles étaient acculées. Elle pensait que le mariage arrangerait tout, a dit Marc, mais tout ce qu'il a fait, c'est lui montrer qu'il ne nettoierait plus après elle. Il avait l'air d'en avoir fini. Il m'a dit qu'il avait offert d'aider Clara avec sa voiture si elle s'excusait auprès de moi. Pas pour la forme, pas pour l'argent, juste de vraies excuses reconnaissant ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait fait. Elle a refusé. A dit qu'elle ne devait rien à personne. Alors Marc a quitté la conversation. Il m'a dit qu'il emménageait dans un appartement la semaine suivante, un petit 2 pièces au centre-ville. Il a dit que c'était paisible. Qu'il pouvait enfin respirer. Je n'avais pas réalisé à quel point ça avait été dur pour lui aussi.
J'avais été tellement absorbé par ma propre rupture avec elle que je n'avais pas vu qu'il était coincé dans un pétrin qu'il n'avait pas créé, essayant d'empêcher le toit de s'effondrer pendant qu'elle faisait des trous dans les murs. Je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir pris le prêt. Je ne sais pas, parce que ça m'a apporté de la clarté. J'ai vu ce qui comptait, et ce n'était pas elle. Nous sommes restés en silence quelques secondes. Puis je lui ai dit quelque chose que je n'avais dit à personne. Je pensais être la personne brisée dans cette famille. Que si seulement j'aidais plus, payais plus, continuais à être présente, je serais enfin acceptée. Mais je ne veux pas être acceptée par des gens qui ne savent que prendre. Il a dit qu'il ressentait la même chose. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message de Sophie. Juste une ligne. S'il te plaît, je n'en peux plus. Je n'ai pas répondu parce que j'ai enfin compris ce que c'était que la paix. Ce n'était pas le silence. C'était de ne pas avoir besoin de répondre. Marc m'a parlé du deuxième mariage quelques semaines avant qu'il n'ait lieu. Il a dit que Sophie avait insisté pour le refaire, correctement. Une vraie salle cette fois, un plus beau décor, un photographe qu'elle ne pouvait pas se permettre la première fois. Il n'avait pas l'air ravi en le disant, mais il ne semblait pas amer non plus, juste résigné. Il a dit qu'il allait couvrir les frais lui-même. Un nouveau départ, comme il l'appelait. Il ne voulait aucune dette persistante liée à ma mère ou aux filles. Il se tenait dans un domaine viticole près de Lyon. Il a contracté un autre prêt 13 500 € juste pour leur donner le jour qu'elle jurait mériter. Je lui ai dit qu'il ne leur devait pas ça. Il a juste souri et dit, peut-être pas, mais parfois, faire ce qui est juste n'a rien à voir avec qui le mérite. Je n'étais pas invité, bien sûr. Sophie s'en était assurée. Ma mère a envoyé un texto de groupe quelques jours avant, disant qu'elle espérait que tout le monde pourrait aller de l'avant après ça. Elle n'a pas mentionné mon nom. Clara a posté une photo avec la légende, deuxième round. Pas de drame cette fois. Je suis restée silencieuse. Je n'ai rien posté, rien commenté. J'ai juste regardé de loin. Pas par curiosité, mais parce que j'avais besoin de voir comment ça se terminait. Marc m'a texté la veille du mariage. J'aimerais que tu viennes. Tu as été la seule à vraiment te montrer pour cette famille. Je lui ai dit que je penserais à lui et que j'espérais que la journée se passerait bien. Il a dit, si ce n'est pas le cas, au moins je saurais que j'ai essayé. Le lendemain, j'ai gardé mon téléphone près de moi mais je ne l'ai pas consulté. J'ai emmené mes enfants au parc à la place. C'était une journée claire, un de ces rares après-midi d'automne où tout semble calme et facile. En rentrant à la maison, j'ai vu un appel manqué de Marc et quelques photos dans mes messages. Le mariage s'était bien passé, je suppose. Les photos avaient l'air presque normales. Tout le monde souriait, mais de cette manière forcée et polie. Pas de rire, pas de chaleur. Juste un bonheur mis en scène sous les douces lumières du vignoble. Puis j'ai vu un message de Marc sous les photos. C'est fait. Je suis libre. Il ne voulait pas dire libre de l'événement. Il voulait dire libre d'elle. Il avait déjà fait ses valises, dit à ma mère que c'était fini dès leur retour à la maison. Il a dit qu'elle ne s'est même pas battue, qu'elle l'a juste regardé fixement comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Clara a commencé à pleurer. Sophie est sortie en trombe. Mais il n'est pas resté pour voir le reste. Il m'a dit plus tard qu'en s'éloignant en voiture, il s'est senti calme pour la première fois depuis des années. Il a dit qu'il préférait vivre modestement et en paix que dans une maison bâtie sur le sentiment que tout leur est dû. Ce soir-là, j'ai laissé une enveloppe dans sa boîte aux lettres. 1800 €, comme la fois précédente. Je n'ai pas joint de mots cette fois. Je savais qu'il comprendrait pourquoi. Une semaine plus tard, il a appelé. Il a dit, tu n'étais pas obligé de faire ça. Je lui ai répondu, tu n'étais pas obligé de m'aider non plus, mais tu l'as fait. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, je suis fier de toi, tu sais. Tu as brisé le cycle. Je n'ai rien dit après ça. Il ne restait plus grand-chose à dire. Les mois ont passé. Ma mère et les filles sont devenues plutôt silencieuses. Je voyais une publication occasionnelle de Sophie, photo filtrée, sourire forcé, longue légende sur la croissance et les limites. Clara est retournée vivre à la maison après avoir perdu son emploi. Ma mère prétendait qu'elle s'épanouissait, publiant des citations de motivation entre des mèmes passifs-agressifs. Marc et moi nous retrouvons encore pour un café une fois par mois. Il est différent maintenant, plus léger, plus heureux.
Il a recommencé à fréquenter quelqu'un, en fait. Quelqu'un de gentil, quelqu'un de calme. Je suis contente pour lui. Parfois, il évoque le mariage et Nourion. Non pas par cruauté, mais par incrédulité. Comme si nous n'arrivions pas à croire que nous y avons survécu tous les deux. Et de temps en temps, quand je pense à ce premier texto, ne viens pas au mariage. Toi et tes enfants, vous ne faites que rendre les choses gênantes, je lui en suis presque reconnaissante. Parce que si elle ne l'avait pas envoyé, je serais probablement encore en train de payer pour des gens qui n'ont jamais eu l'intention de me considérer comme de la famille. Maintenant, je ne paie pour personne. Je vis, tout simplement. Et ça, enfin, semble suffisant.